que ça va bien. Si tout a bien été et que j'ai fini de monter ma vidéo à temps, aujourd'hui on est le 10 septembre, qui est la Journée internationale de prévention du suicide. Puis je voulais faire une petite vidéo sur le sujet parce que, en fait, ça fait un petit bout que j'aimerais ça recommencer. J'avais commencé à faire une série de vidéos sur la santé mentale. En fait, mon but c'était d'engager la conversation, de sensibiliser un peu et tout. Puis ça a eu cet effet-là, donc j'ai reçu des bons feedbacks, j'ai reçu en fait, des messages de gens qui, justement, soit qui avaient des questions ou qui ont dit que ça les avait aidés, ou en tout cas, j'ai senti que ça avait engagé la conversation, donc je voulais continuer à faire ça. Petit disclaimer, premièrement, ça va être une vidéo qui va toucher des sujets sensibles de par sa nature, donc un petit trigger warning, on risque de parler de suicide, de tentative de suicide, d'hospitalisation psychiatrique, ou juste de détresse psychologique en général, ce genre de trucs-là. Donc, si vous n'êtes pas dans un bon mindset pour l'écouter, c'est très correct. Deuxième disclaimer, je ne suis pas un professionnel, donc je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un psychologue. J'ai étudié en intervention, mais mes cours au niveau de la santé mentale sont peu nombreux. Par rapport à ce sujet-ci en particulier, j'ai fait une formation de 7 heures, pas dans le cadre de mes cours, mais juste par moi-même, euh, donnée par l'Association québécoise de prévention du suicide, qui est la formation Sentinelle. Ça s'adresse comme à des gens, mettons des enseignants ou des gens qui, dans leur travail ou dans leur communauté, vont avoir à, pas avoir à, mais peuvent être une personne ressource pour déceler les signes de suicidalité chez quelqu'un et tout. Sinon, je pense que le savoir expérientiel dans ces questions-là et au niveau de l'intervention est quand même quelque chose de valable. Euh, je vis avec des suicidaires depuis que j'ai 8 ans et j'ai fait 3 tentatives. Donc, je peux un peu parler de ce sujet-là des deux côtés, du côté de l'intervention et du côté plus vécu. Donc, ça se peut aussi que je mette un petit peu, que je fasse des parallèles avec mon expérience au courant de cette vidéo. Donc, petite statistique, au Québec, il y a environ 3 décès par jour par suicide. Donc, ça en fait 1100 par année. Donc, il y a plusieurs sujets que je voulais aborder dans cette vidéo. Je voulais parler des signes avant-coureurs qu'on peut déceler chez quelqu'un, comment approcher une personne suicidaire, comment engager la conversation, quoi dire, faire et versus quoi ne pas faire. Le processus suicidaire ainsi que aussi l'évaluation du risque suicidaire qu'on peut faire nous comme en tant que juste citoyen régulier. Euh, Puis je voulais aussi parler un petit peu de suicidalité chronique parce que ça amène des nuances comparé à versus quelqu'un qui vit une crise suicidaire, un one-shot deal. Donc il peut y avoir certains signes qu'une personne est suicidaire, tout comme il peut ne pas y en avoir vraiment. Ça va vraiment dépendre, c'est du cas par cas. Il y a des personnes que ça va être plus apparent, il y a d'autres gens qui vont vraiment tout faire pour le camoufler et qui vont savoir que certains comportements, certains trucs montrent qu'ils sont suicidaires et donc ils vont vraiment tout faire pour pas que ça apparaisse. Donc, il y a des gens endeuillés par suicide qui disent justement cette personne-là, on s'y attendait vraiment pas, elle était souriante jusqu'à la fin, plein de choses comme ça. Donc, il ne faut pas trop se taper sur la tête si on ne voit pas ces signes-là, mais c'est important de garder l'œil ouvert quand même. Donc, pour les signes qu'on peut voir, ça peut carrément passer par des messages directs, même si c'est un peu sous le couvert d'une joke. Je veux mourir, ça peut être carrément direct comme ça, mais sinon, ça peut être des choses aussi comme tout le monde serait mieux sans moi, de toute façon, je ne resterai pas ici très longtemps, euh, des choses comme ça. Il y a des indices émotionnels, donc c'est sûr que si on voit qu'une personne est plus déprimée, montre des symptômes de dépression ou d'anxiété un peu, ça peut être un signe. Changement d'humeur aussi inhabituel, ça peut en être un aussi. L'irritabilité, parce que bon, quand on est vraiment à bout, c'est parfois plus difficile de garder notre calme. Donc, ça peut être un signe aussi. Des fausses croyances, donc justement un peu ce que j'ai nommé tantôt, tout le monde serait mieux sans moi, je suis un boulet pour tout le monde, des choses comme ça, puis qu'on va essayer de challenger la personne là-dessus sur mais non, moi, en tout cas, moi je te considère pas comme un boulet, ou je pense pas que les autres te considèrent comme un boulet, euh, des choses comme ça, puis qu'on va voir que la personne, pour elle, ça change rien, ça peut être un signe. Il peut y avoir des indices comportementaux. Donc, premièrement, s'il y a vraiment un changement soudain de comportement qui est inhabituel chez la personne, ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Si la personne s'isole beaucoup, se renferme sur elle-même, c'est vraiment un signe.
Ça peut être un signe aussi si on sent qu'il y a un apaisement soudain, que la personne va soudainement vraiment mieux. Ça peut sembler contre-intuitif, mais dans le fond, une fois que la décision est prise, puis que la personne sait, OK, c'est clair, je vais mettre fin à mes jours, euh, ben, ça veut dire que je vais mettre fin à ma souffrance aussi. Donc, il y a un certain apaisement qui vient avec ça, puis ça peut paraître dans le comportement. La personne peut être plus joviale, et c'est facile de laisser passer ça en se disant, ah, mais la personne va juste mieux, tant mieux pour elle. Euh, mais c'est généralement quand même un signe qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. Il y a des indices cognitifs qui sont plus difficiles à voir parce que justement, c'est cognitif. Généralement, il va falloir que la personne l'exprime pour qu'on puisse le déceler. Mais une absence de motivation comparée à d'habitude, difficulté de concentration aussi, perte de mémoire, euh, puis ben, des ruminations, mais c'est justement ça, à moins que la personne l'exprime, ça va être difficile à déceler, mais justement que les mêmes pensées suicidaires en boucle passent ou des ruminations au niveau de justement de tout le monde serait mieux sans moi ou ouais, rumination au niveau des problèmes que la personne a. Personnellement, j'ai vécu des périodes où j'étais très suicidaire et des périodes où j'ai fait des passages à l'acte. Euh, des deux sens. Donc, parfois, ça se voyait vraiment beaucoup, parfois, ça se voyait pas du tout. Euh, je dirais surtout quand j'étais plus jeune, ça paraissait vraiment pas parce que j'étais vraiment dans un mindset à ce moment-là où, comme tous les problèmes de ma vie, j'essayais vraiment de le cacher, particulièrement à mes parents, mais aussi à mes amis et à mon entourage. Donc, je faisais activement tout pour que personne ne s'en rende compte. Donc, c'est ça, les gens ne s'en rendaient pas compte. Mes premières hospitalisations, même si les gens allaient peut-être savoir que ça allait un petit peu moins bien à ce moment-là, ils se doutaient pas de l'ampleur du tout. Puis je me ramassais à l'hôpital, puis les gens étaient comme, mais mon Dieu, pourquoi on est ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Mes parents, je sais qu'ils s'en voulaient un peu par rapport à ça parce qu'ils se sentaient mal de ne pas avoir pu voir les signes, mais c'est qu'il n'y en avait pas de signes. À ce moment-là, justement, je faisais tout pour qu'il n'y en ait pas de signes. Je savais quoi ne pas laisser paraître. Ma première tentative de suicide est passée complètement sous le radar. Euh, à ce jour, mes parents ne le savent toujours pas, mais bon, j'avais 13 ans, puis euh, justement, la rentrée scolaire approchait, puis à ce moment-là, je vivais énormément d'intimidation à l'école. C'était vraiment pénible. Euh, Puis, bon, je vivais beaucoup de pensées suicidaires, particulièrement dans cette période-là, plus la rentrée approchait. Et ça s'est pris un peu sur un coup de tête, la décision, dans le sens que j'ai pas planifié ça 2 semaines d'avance. J'ai fait un passage à l'acte et bon, j'ai pris des médicaments. Finalement, je les ai tous revomis pratiquement dans les 15 minutes qui ont suivi parce que j'étais trop stressée, justement, de ma rentrée à l'école, puis ça me mettait l'estomac à l'envers. Euh, Puis peut-être que j'étais stressée aussi du geste que je venais de poser. Euh, donc, c'est ça, par la suite, ça n'a pas paru. Ça a été quand même assez facile de mentir pour camoufler ça et tout. Donc, euh, puis justement, j'étais à l'école le lendemain, j'étais tout sourire. Euh, donc, voilà. Par la suite, il y a des périodes où, en fait, les périodes plus récentes, je dirais, on dirait que j'accorde moins d'importance aux apparences, je mets moins d'énergie là-dessus que quand j'étais plus jeune, ce qui est une bonne chose, là, parce que j'ai travaillé fort pour justement arrêter de tout cacher. Mais donc, ça fait en sorte que ça paraît plus quand je vais moins bien. Mais même à ça, il y a eu des périodes où ça paraissait pas. Donc, euh, il y a une période où j'étais plus suicidaire, particulièrement récemment, où c'était vraiment comme de l'agitation un peu que j'avais en moi, puis c'était vraiment plus dans l'impulsivité. Puis je pense que ça paraissait un peu parce qu'on dirait que je me faisais peur moi-même, puis euh, ça paraissait vraiment plus dans mon comportement ou juste dans mon apparence en général. En fait, il y a quelqu'un au travail qui a juste carrément remarqué qu'il savait que ça allait moins bien ces temps-ci, mais qui a juste remarqué dans mon regard carrément que ça filait pas, puis qui est venu m'en parler. Euh, Puis à ce moment-là, je me suis ouvert là-dessus parce que justement, on dirait qu'il y a une partie de moi vraiment qui. J'étais vraiment dans l'ambivalence à ce moment-là de comme une partie de moi qui veut vivre. Euh, donc c'est ça, cette fois-là, ça paraissait plus, mais par la suite, quelque chose comme un mois après, ça allait toujours pas bien. Mais à ce moment-là, bon, ça paraissait que j'allais pas hyper bien, mais ça paraissait pas que j'étais suicidaire. Euh, J'allais quand même caché. Puis cette fois-là, ma décision était prise à l'avance. Donc, euh, on dirait que justement, vu que c'était moins comme sur le moment, puis que c'était plus planifié,
c'était comme plus facile pour moi de cacher puis de faire semblant que tout allait bien. Euh, je me rappelle la journée même, j'étais à la job, j'étais souriant, puis tout a bien été. Euh, puis j'ai fait un passage à l'acte ce soir-là. Euh, donc c'est ça peut vraiment varier selon le mood dans lequel est la personne, puis sa façon de fonctionner par rapport à ses émotions, à quel point elle les montre d'habitude ou pas. Pour le processus suicidaire, j'ai pas trouvé de schéma comme universel. Euh, il y a des. Il y a certaines sources qui passent par comme 4-5 étapes, il y en a qui passent par 10, donc ils déconstruisent un peu plus. Mais en général, ça va passer par les grandes étapes que je vais vous mentionner. Donc, au départ, la personne vit de la détresse, mais est en recherche active de solutions. Donc, ça va pas bien, mais comme on essaye de trouver des solutions, justement. Ensuite de ça, ça va être les flashs. Donc, un peu involontairement, la personne va avoir parfois des idées de comme, justement, j'aimerais ça être mort, tu sais, je serais mieux si j'existais pas, tu sais, des choses comme ça. Mais c'est ça, c'est vraiment comme pas dans les pensées régulières de la personne, puis bon, ça arrive sporadiquement. Puis c'est pas nécessairement des pensées suicidaires actives, ça va être plus des pensées suicidaires passives, justement. La prochaine étape, ça va être les idéations. Donc là, ça devient plus des pensées suicidaires vraiment actives. Les idées suicidaires vont prendre de l'importance et à ce moment-là, la personne peut en avoir peur un peu parce que justement, au niveau de l'ambivalence, la partie désir vivre est encore très, très présente et euh, à ce moment-là, la personne peut aller chercher de l'aide. Ben, à toute étape du processus, la personne peut aller chercher de l'aide, ou presque. C'est aussi très difficile de reach out quand on est dans cette situation-là. Il y a beaucoup de honte reliée à ça. Il y a beaucoup de peur que les gens quittent, que les gens ne nous prennent pas au sérieux. Euh, plein, en tout cas, plein d'angoisses qui peuvent venir avec ça. Puis c'est juste pas facile d'approcher quelqu'un et faire comme hey, en passant, il faut que je te parle de quelque chose, j'ai des idées suicidaires. C'est pas une conversation facile à avoir. Donc c'est pour ça que justement la section précédente de reconnaître les risques, pas les risques, mais les signes avant-coureurs, c'est quand même assez important parce que d'aborder la conversation en premier en tant que personne extérieure, ça peut vraiment aider. Les gens peuvent avoir peur d'aborder la conversation parce qu'ils se disent ah, ça va donner des idées à la personne, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis en fait, ça va juste aider à ouvrir la discussion s'il y a vraiment quelque chose. Donc voilà, bon, la troisième étape, c'était l'idéation. Je me suis perdue dans une parenthèse. C'est de ça, les idéations vont se transformer en rumination. Donc les idées suicidaires vont vraiment être très envahissantes au quotidien. La planification va commencer à se faire aussi. Donc, la personne va commencer à élaborer un plan. Peut-être que les étapes ne seront pas toutes là, mais à ce moment-là, ça commence. L'étape d'après, c'est la cristallisation. Donc, ça va être le moment où le plan va être complété. La personne va prendre la décision consciente. OK, c'est décidé, je vais mettre faire mes jours telle date, tel moment, justement, avec tel moyen. L'étape d'après, c'est le passage à l'acte. Puis entre chacune des étapes de ce processus-là, le, la période de temps qui se passe est variable vraiment beaucoup. Ça peut être de quelques mois à quelques semaines, à quelques jours, à quelques heures. Euh, ça va dépendre de la personne, de la situation, puis de l'étape aussi à laquelle ils sont rendus. Je pense que je vais en parler tout de suite, mais justement en lien avec la suicidalité chronique, quelqu'un qui vit avec des pensées suicidaires depuis longtemps et tout, euh, les étapes peuvent être un peu plus floues, le temps peut être plus réduit aussi parce que si la personne vit avec des pensées suicidaires depuis longtemps, il y a des bonnes chances aussi que la personne ait déjà un plan un peu toujours en background, euh, complété à moitié ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas aussi linéaire. Autant ça peut rester plus longtemps à l'étape de plan parce que le plan, je vais en parler plus tard, mais peut être un peu une source de sécurité. Autant quand la décision se prend, ben, ça peut aller plus rapidement parce que le plan est déjà pas mal rodé, mettons. Là. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte quand les professionnels font l'évaluation de la personne suicidaire. Euh, je pense que l'aspect suicidalité chronique est vraiment à prendre en compte et n'est pas toujours pris en compte par les professionnels. Donc ça, c'est un aspect sur lequel j'aimerais qu'il y ait plus de sensibilisation. Je n'étais pas sûre de ce que j'allais aborder en premier, mais je pense que je vais parler de l'évaluation du risque suicidaire avant de parler
de comment on fait pour, comment on parle à une personne qu'on pense qui est suicidaire, quelles questions poser et comment on l'accompagne par la suite. Je pense que ça va aller mieux dans l'ordre logique des choses, mais bref, tenez bon parce que je pense que l'autre partie est quand même assez importante aussi. Donc, pour l'évaluation du risque suicidaire, ça peut être des questions qu'on pose en tant que proche, mais aussi ça va être les questions que je vais vous nommer sont des questions qui vont être posées par les intervenants de première ligne. Ils vont essayer de savoir où la personne en est dans la planification de son plan suicidaire, parce que ça, justement, ça indique un peu le niveau de dangerosité que la personne passe à l'acte. Si la personne a juste un élément de figé versus tous les éléments, ben là, on n'agira pas de la même manière nécessairement. Donc, les questions, ça va être si la personne sait où est-ce qu'elle va faire son passage à l'acte, quand est-ce qu'elle va faire son passage à l'acte. Puis encore là, c'est une affaire de comme, ah, je vais le faire dans quelques mois, d'ici la fin de l'année, ou je vais le faire dans 2 jours à telle heure. Tu sais, il y a aussi un niveau là-dessus. Avec quoi, donc le comment, la méthode que la personne va utiliser. Puis d'autres facteurs qui vont prendre en compte, c'est l'accessibilité du moyen. Donc, il y a une différence aussi, mettons, si la personne dit ben, je vais me tirer une balle dans la tête, c'est ça mon plan. Euh, le niveau de dangerosité va être différent si c'est ça son plan, mais comme que la personne n'a pas accès à un gun dans sa vie, ou s'il y a un gun dans sa table de chevet. Il y a quand même un niveau aussi là-dessus. Puis généralement, les gens vont poser la question aussi si la personne a déjà fait des tentatives de suicide antérieures, parce que c'est un facteur de risque aussi. Donc, je vais vous mettre en lien dans la description un document qui est utilisé justement pour faire l'assessment du risque suicidaire qui est utilisé par le CIS. Je pense que ça peut être intéressant d'aller voir, même si on n'est pas soi-même un professionnel de la santé, parce que ça peut donner une meilleure idée aussi, euh, justement, dans nos questions qu'on pose, de comment s'enligner. Au niveau de la suicidalité chronique, il y a une prévalence dans les troubles de la personnalité de cette suicidalité chronique-là, particulièrement les troubles du cluster B, et encore plus dans le trouble de la personnalité limite. Le point principal que je voulais aborder, c'est que justement, euh, le plan suicidaire chez une personne qui vit de la suicidalité chronique peut être euh, parfois vu comme quelque chose de presque réconfortant en fait. L'image que je mets, c'est vraiment si on te dit reste le plus longtemps dans cette pièce sans ne pas vouloir, sans essayer d'en sortir. Puis qu'on te met dans une pièce, puis que la porte est ouverte. T'es pas mal plus susceptible de rester longtemps que si on te met dans une pièce et qu'il n'y a pas de porte. Là, tu risques de paniquer pas mal plus vite puis d'essayer de t'en sortir pas mal plus vite. Donc, le fait d'avoir cette porte de sortie-là qui est le plan suicidaire, euh, ça peut permettre parfois de tolérer un niveau de douleur un peu plus élevé, de souffrance un peu plus élevé, parce qu'on se dit, bon, je continue encore un peu, mais comme je sais que si jamais c'est trop, j'ai une porte de sortie. Je dis pas ça pour dire il faut pas le prendre au sérieux, parce qu'il faut vraiment le prendre au sérieux, mais il faut aussi mettre un grain de sel, comme quoi si la personne vous parle de ses idées suicidaires, et ça c'est pour toutes les personnes suicidaires en général, mais particulièrement au niveau de la suicidalité chronique, faut pas tout de suite sauter sur le OK, j'appelle le 911, j'appelle la police, je t'enferme. C'est pas la réponse à avoir nécessairement. Moi, j'ai quand même de la chance. Les professionnels qui me suivent sont au courant que, bon, ça fait des années et des années que je vis avec ça. Euh, Ils savent que si je leur parle, mettons ma psy, c'est que si je lui parle d'idéation suicidaire, euh, ben, elle va pas justement faire comme excuse-moi, tu pars pas du rendez-vous, tu restes à l'hôpital. Euh, c'est vraiment. Puis là, je risque de me perdre dans une parenthèse, là, mais justement, c'est vraiment l'hôpital devrait être vraiment en dernier recours parce que c'est vraiment un milieu, puis je dis pas pour tous les hôpitaux, mais en général, c'est quand même assez carcéral comme façon de prodiguer des soins, puis généralement pas volontaire. Même si la personne est volontaire au départ, généralement, ça va être par coercition. Donc signe ici que tu es un patient volontaire, mais si tu signes pas, de toute façon, on va te forcer sous ordre de la cour, puis tu vas devoir rester plus longtemps à cause de ça. Des choses comme ça. Puis une hospitalisation en psychiatrie,
Ça peut sauver la vie de la personne, mais ça peut aussi à la fois être euh, traumatisant et pas aidant aussi. Donc, il faut essayer de gager un peu. Euh, le but étant que ce soit vraiment en dernier recours. Puis, bon, ça, je fais cette parenthèse-là, mais je parlais de ça par rapport à la suicidalité chronique, juste parce que c'est. euh, ça risque d'être plus fréquent que la personne va exprimer des pensées suicidaires ou comme va finir par en parler, surtout si ça fait plusieurs années, mais elle risque d'être plus ouverte à en parler. Mais bref, faut pas direct sauter là-dessus. Au niveau de la suicidalité chronique, euh, ça a été prouvé que les hospitalisations répétées sont pas vraiment bénéfiques. Euh, donc, c'est quelque chose à essayer de gager. Euh, pour ma part, je trouve qu'il y aurait moyen d'avoir plus d'alternatives moins carcérales, euh, comme par exemple les centres de crise, c'en est un, euh, des ressources d'aide qui sont un peu moins violentes, puis qui laissent un peu plus d'autonomie à la personne, puis lui laisse un peu d'autodétermination et tout, tout en restant un endroit sécuritaire et où la personne reçoit de l'aide euh, et volontairement aussi. Donc, je pense qu'on devrait plus tendre vers ça. Euh, je dis pas comme il devrait pas avoir d'hospitalisation en psychiatrie, c'est pas ça que je dis du tout, mais je pense que c'est des options qu'il faudrait qu'ils soient plus développées parce qu'on en a pas beaucoup en ce moment, puis je pense que ça serait important qu'on en ait plus. Quoi faire si on soupçonne que quelqu'un a des idées suicidaires? Ben, la première chose, je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, je pense, c'est vraiment de pas hésiter à en parler à la personne. S'il y a lieu de l'approcher, de faire comme Hey, j'ai remarqué que ça allait moins bien ces temps-ci, ou juste comme T'es comment tu te sens ces temps-ci et tout. Il y a moyen de justement d'amener comme Ben, je m'inquiète pour toi, euh, justement, j'ai remarqué telle affaire. Puis je me demandais si, ben, si tu avais des idées suicidaires, que si tu te sens vraiment comme désespéré à ce point-là. Euh, c'est sûr que c'est pas une conversation facile à avoir, mais encore une fois, ça va juste ouvrir la discussion et permettre à la personne de se confier s'il y a lieu, ou sinon, ben, ça va juste être, ben non, j'en ai pas, puis c'est ok, parfait, mais tu sais, c'est important d'ouvrir cette conversation-là. Ensuite de ça, ben, c'est sûr que l'étape d'après, c'est vraiment d'écouter la personne. Euh, c'est facile de vraiment vouloir comme parler puis prendre en charge vraiment beaucoup dans ces moments-là euh, ou d'essayer vraiment de dire à la personne, ça c'est un no-no, là, d'être vraiment comme Ah, mais t'as tellement de choses belles dans ta vie, euh, il y a tellement de gens qui l'ont pire que toi, euh, t'as des gens qui t'aiment, ben, t'as des gens qui t'aiment, c'est une bonne chose à dire quand même, mais tu sais, as-tu pensé à ce que ça allait faire à tes parents si tu tuais ou comme à ta soeur ou euh, ça va affecter les gens autour de toi, y a-tu pensé, tu sais? Euh, des choses comme ça, c'est pas nécessairement aidant à dire. Je sais que ça part de très bonnes intentions, euh, mais dans le moment, c'est pas nécessairement la chose à dire. Bon, côté, il y a des gens qui l'ont pire que toi, on l'a compris, là, c'est pas en disant qu'il y a des gens qui meurent de faim en Afrique que ça va alléger la souffrance de quelqu'un d'autre. Euh, il y a tellement de belles choses dans ta vie, euh, c'est que la personne va parfois être capable de faire cette différence. En fait, souvent, on va être capable de dire Ah oui, c'est pas tout dans ma vie qui va pas bien. Il y a des aspects là, qui sont aidants et tout, mais la souffrance est trop grande. Ça contrebalance pas. T'sais. Au niveau de Ah, mais les gens, il y a plein de gens qui t'aiment, qu'est-ce que ça ferait si. Genre, as-tu pensé à l'impact que ça aurait si tu quittais Euh, La personne va y avoir pensé. Je vous le garantis, là, c'est pas. Ah, j'ai une pensée suicidaire, je passe à l'acte et je ne pense pas du tout aux gens qui m'entourent. C'est sûr que les gens vont penser à comment ça va affecter les gens qui les entourent. Euh, mais le point, justement, dans cette situation-là, c'est que justement, la souffrance est tellement grande que euh, ça, c'est trop lourd dans la balance. La personne va savoir que ça risque de faire du mal à des gens autour d'elle, mais comme elle peut plus vivre comme ça. C'est ça le point. Donc, de ramener ça, ça fait juste vraiment comme être un peu un guilt trip là, envers la personne, puis c'est pas aidant en vrai. Ici, Kael du montage, j'ai une anecdote là-dessus.
dans le fond, à ma deuxième tentative, j'étais déjà à l'hôpital, en fait, quand ça s'est produit. Euh, J'étais déjà hospitalisée et donc par la suite, ils m'ont emmené directement en salle d'isolation sensorielle, qui est comme la salle, c'est un peu le cliché, le capitonné, où il n'y a rien à faire, aucun meuble, à part comme un matelas, puis t'es en surveillance one-on-one, tu peux pas lire, pas regarder par la fenêtre, tu peux rien faire. Euh, et bref, après que j'ai pu reprendre mes esprits un peu, la première chose qu'ils ont fait, ça a été de me donner un document de réflexion. Euh, Puis c'était un document de réflexion. À leur défense, c'était pas pour une personne qui vient de faire une tentative, c'était pas ça le but. C'était un document général pour les gens qui se ramassaient dans cette pièce-là, donc qui venaient de vivre une crise. Généralement, la crise étant de l'agressivité envers les autres. Donc le document, c'était euh, mes paroles et mes gestes ont pu blesser les gens. Qu'est-ce que je vais faire pour comme reprendre ce mal-là, comment je vais m'excuser à ces personnes-là. Mes gestes ont pu endommager du matériel aussi, comment je vais me racheter par rapport à ça. Euh, donc c'était un peu ça, puis ce que je vais en venir avec ça, c'est qu'à la base, j'y avais déjà pensé que comme justement, non seulement ça va affecter mes parents et tout, mais comme la personne aussi qui va me trouver. Euh, et la première chose à laquelle j'ai pensé après qu'il m'ait décroché, ça a été euh, ben justement, genre, je me sentais mal d'avoir fait ça à la personne qui m'a trouvé, tu sais, qu'elle ait dû voir ça puis vivre ça, tu sais. Euh, Puis je voulais déjà m'excuser à la base, mais j'avais pas le droit. Puis ils m'ont donné ce document-là encore plus. Fait que je me mettais juste à vraiment spinner ça. Puis je me rappelle, j'étais. Genre, je capotais vraiment. Puis j'arrêtais pas de demander à m'excuser à la personne. Puis j'avais pas le droit de parler à personne à ce moment-là parce que justement j'étais en isolation sensorielle. Puis de toute façon, la personne devait se remettre de ses émotions aussi. Puis il voulait pas nécessairement me parler à ce moment-là. Quelques minutes après, c'était pas le moment. J'avais encore la trace autour du cou, c'était pas le moment. Mais bref, tout ça pour dire que ça a juste aggravé encore. Je me sentais déjà full mal par rapport à ça. Mais comme cette attitude-là de comme de shamer un peu, de comme regarde, t'as pas pensé à ce que ça va faire aux autres. J'y avais pensé à ce que ça allait faire aux autres, mais comme bref, tout ça pour dire que ce soit avant ou après une tentative, la personne va y avoir pensé à ce que ça va faire aux autres. De ramener vraiment le. C'est un geste égoïste que tu vas faire ou que tu as fait. Euh, c'est pas, c'est pas ça qui va faire changer d'avis la personne. Ça va juste empirer la chose, en fait. Et fun fact, pour clore cette anecdote-là, il devait réévaluer aux 12 heures si je devais rester dans cette pièce-là. Mais la médecin qui devait réévaluer, j'ai fait ça un vendredi soir, donc la fin de semaine, elle n'était pas là, mais elle n'était pas joignable par téléphone non plus parce qu'elle était au chalet. Donc, je suis resté là pendant comme 3 jours de temps. Donc, bref, être à l'écoute, accueillir ce que la personne a à dire. Euh, Ensuite de ça, bon, poser les questions qu'on a abordées plus tôt dans l'évaluation du risque suicidaire. Donc, euh, essayer de savoir un peu où la personne en est s'il y a une planification ou pas, et où elle en est dans sa planification. Vraiment le où, quand, comment, si la personne a ce moyen-là accessible pour mettre fin à ses jours, et s'il y a eu des tentatives par le passé, ça peut être des questions à poser pour savoir un peu où on s'enligne. Par la suite, ça va être de référer aux bonnes ressources. Encore une fois, je risque d'en mettre dans la description des ressources d'aide, mais euh, soit des lignes d'écoute, d'appeler un centre de crise. Euh, Si on sent que vraiment tout est pas mal planifié, le passage à l'acte est imminent et tout, ben là, ça va être vraiment bon d'appeler le 911. Pas vraiment le choix rendu là, mais bon, bref, de référer vers les ressources. Si c'est un peu moins, si le niveau de dangerosité est un peu moins élevé, euh, ben, des ressources d'aide, là, justement, d'aide psychologique et tout. Euh, Bref, référer la personne, essayer de la guider vers les bonnes ressources et si on en a la capacité d'essayer de l'accompagner dans cette recherche-là d'aide. Parce que ça peut être difficile de faire cette demande-là d'aide par soi-même. Faire savoir à la personne qu'on est là pour elle, c'est important parce que généralement, il y a quand même
justement ce sentiment-là d'être vraiment très isolé, d'être vraiment seul, qui peut être présent, ou si c'est pas le cas, d'avoir la peur que les gens proches euh, s'en aillent suite à cette confession-là qu'on a décidé suicidaire et tout. Donc, rassurer la personne qu'on va être là et être consistant envers ça. Donc, justement, si on dit qu'on va être là, ben, être là pour la personne. Mon prochain point, c'est de prendre soin de vous aussi parce que il faut pas se brûler à aider l'autre personne. C'est quand même, mais effectivement, c'est quelque chose de lourd. Euh, Puis c'est important d'être là pour la personne, particulièrement si la personne vient reach out pour de l'aide ou que vous êtes la première personne qui abordé le sujet puis que la personne se confie à vous. Dans le moment, c'est important d'être là, mais par la suite aussi, de respecter ses limites à soi aussi pour pas se brûler, se scraper sa propre santé mentale. Même si vous avez toutes les bonnes intentions du monde puis que vous voulez vraiment aider la personne, si vous vous poussez au-delà de vos limites puis que vous vous brûlez vous, vous serez plus en état d'aider la personne non plus. Un peu le principe dans l'avion de mettre son propre masque à oxygène avant de le mettre à la personne à côté de nous, euh, c'est la même chose. Pour cet aspect-là, d'être là pour la personne, j'amène comme un commentaire aussi au niveau de la suicidalité chronique, dans le sens que de mon expérience et de ce que j'ai entendu de l'expérience de beaucoup de gens, euh, ben, la première fois qu'il y a une crise suicidaire, les gens vont vouloir aider, vont vouloir être là. Euh, mais si c'est quelque chose qui arrive fréquemment ou qui perdure dans le temps, les gens vont se lasser ou commencer à trouver ça lourd et partir. Euh, Personnellement, la première fois que je me suis ramassée à l'hôpital, mes amis étaient vraiment là pour moi et tout. Euh, Puis par la suite, la deuxième, la troisième fois, des choses comme ça, plus ça allait dans le temps, euh, plus les gens allaient prendre leur distance. Je pense que il y en a pour qui c'était peut-être une façon de faire un peu un deuil à l'avance parce qu'ils sentaient qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour m'aider. Mais il y en a vraiment, en fait, la grande majorité, je pense que c'était vraiment. Ben là, c'est ça, c'est plus comme. Ah non, pauvre personne qui est triste, je vais l'aider à plus être triste et c'est réglé et j'ai fait une bonne action et je me sens bien. Euh, mais vraiment comme, ah ben oui, là ça commence à être lourd au quotidien. Là, je comprends que tu files pas, mais comme, faudrait que tu files mieux, tu sais. Euh, Ça peut être extrêmement dur à vivre pour la personne. Encore une fois, je dis pas, encore une fois, respectez vos limites, mais comme, c'est quelque chose à faire attention aussi parce que je pense que c'est quelque chose qui peut arriver souvent, particulièrement si on est plus jeune ou si on est moins sensibilisé à ces enjeux-là ou justement que ça nous fait un peu peur. Je pense que c'est facile de tomber là-dedans. Donc, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Si j'avais à résumer, ça serait vraiment, puis comme les organisations pour la prévention du suicide le disent, mais l'important, c'est vraiment de s'informer sur le sujet, puis de ne pas avoir peur d'en parler, d'enlever un peu le tabou qu'il y a là-dessus, d'apprendre à mieux connaître un sujet pour être mieux outillé par la suite. Euh, Sinon, juste un appel à la bienveillance en général, à la bienveillance puis à l'écoute active. J'aimerais ça quand même continuer cette série-là de vidéos longues. Donc voilà, bonne soirée, bonne journée. On se revoit à la prochaine.